Tome 2, chapitre 2. C'est protégé bien au chaud dans la matrice maternelle que ta part d'humanité, dissoute dans le liquide nourricier comme le sel dans la mer, t'a été attribuée. Les ancêtres ont empli leur calebasse de vie du fluide sacré puisé au plus profond du grand lac bleuté, et l'ont offert à ta mère au cours de sa grossesse. Toutes les femmes qui vont enfanter en reçoivent le présent. Quand tu as fini d'absorber, doucement, durant des semaines, ta part d'humanité, alors pour toi se sont ouvertes les portes du monde. À la clarté soudaine et nouvelle, avant même ton premier cri, tandis que s'écoulait le résidu liquide appauvri de sa substance essentielle, tu brillais déjà d'une aura translucide. C'était la lumière de cette humanité enveloppante et prometteuse qui embellissait ton âme. Zoroastre, notre ami Guérusset Kandou, dont tu as gagné la confiance, t'expliquera qui peut discerner l'aura de chacun d'entre nous. Même s'il est un peu fanfaron, tu le connais suffisamment à présent. Ses paroles sont toujours à prendre au sérieux. Il n'y a pas que les yeux pour voir. Tu apprendras cela si tu le veux vraiment. Cette humanité fait de toi un être particulier, doté de sensibilités diverses et fécondes, mais surtout de pouvoir créateur. Hors créé est l'apanage des dieux. Tu es un être à mi-chemin entre l'animal et les dieux. Mesures-tu l'inestimable et précieux cadeau que cela représente, mais aussi l'immense responsabilité qui en découle, car cette humanité ne t'appartient pas. Tu as la charge de l'enrichir tout au long de ton existence. Comme l'orage sur les sommets de la montagne, dont les eaux déversées vont loin dans la vallée, enrichir les terres de limons fertiles, ou détruire de leur fureur les villages et la vie, tes actes seront toujours à terme quelque part bâtisseurs ou déprédateurs. Je rapporte ici des propos épars de Manjaku, de la façon la plus fidèle possible. Même s'il m'a fallu reconstituer un discours à partir de plusieurs conversations ou bribes de conversations. Manjaku nous délivrait le fruit de sa méditation qu'en une multitude de réflexions, courtes et inachevées. Il parlait souvent en apophthegme. Jamais je ne l'ai entendu s'attarder sur un sujet pour en faire le tour, ni seulement tenter de le circonscrire. Il lui suffisait d'accrocher un mot lors d'une de nos réparties, qu'il interrompait sans hésitation pour s'arrimer à une pensée abandonnée depuis plusieurs jours. Il en reprenait le développement à l'endroit même où il l'avait laissé choir, comme si le temps intermédiaire s'était tout à coup rétréci pour ne plus occuper que l'espace d'un soupir. Il approfondissait, jetait quelques nouvelles interrogations, puis tout aussi soudainement changeait de sujet. Je me souviens parfaitement néanmoins qu'il s'était tu après cette dernière allégorie, tandis qu'un grondement très éloigné annonçait quelque part un orage de chaleur qu'il avait probablement perçu depuis belle lurette. Il me fallut personnellement un moment de silence et de concentration pour en deviner les tremblements reculés. Était-ce son incroyable sensibilité au frémissement de la nature qui lui avait suggéré cette phrase, ou au contraire la nature avec laquelle il prétendait être en permanente communication, qui lui confirmait avec humour et discrétion leur indéfectible complicité. L'après-midi étendait sa paresse sur les champs jusqu'à l'horizon. Nous étions parvenus aux abords de la concession de Manjaku, après un long cheminement dans les rues du village. Tout paraissait pour un temps figé, et seules les paroles de Manjaku, en s'accrochant au rare feuillage des manguiers, osaient encore troubler de leur chuchotement inopportun le repos des ancêtres assoupis. À ma grande surprise, Manjaku m'invita à poursuivre notre promenade. Ton humanité et la mienne, celle de tout être humain, sont issus du même océan, et de ce fait nous unissent. Nous sommes du même monde. Regarde autour de toi les haines, les prétentions, les indifférences. Tous ces aveuglements nous détruisent. Et si notre humanité s'enrichit d'abord de tous nos actes créatifs, elle est indissociablement liée à celle et ceux qui nous entourent. L'oublier, c'est l'appauvrir. Nous sommes co-responsables. Un long silence avait suivi, puis Manjaku parut soudain passer à autre chose. Zoroastre te racontera la légende de ce roi lion qui étendait son pouvoir sans partage sur d'immenses territoires. Un voyageur venu de très loin fut reçu un jour à sa cour. Le roi l'invita à sa table et lui servit lui-même les mets les plus fins et les meilleurs élixirs de son royaume. Manjaku se tut. Il avait piqué ma curiosité et, avec malice, attendait que je manifeste mon impatience, mais je savais que Manjaku ne résisterait pas à l'envie de continuer lui-même. Je ne posai donc pas de questions.
Alors il reprit. Sire, puis-je me permettre de vous faire part de mon grand étonnement? N'avez-vous aucun esclave pour vous servir, vous, dont nul ne peut contester ni la puissance ni l'autorité, et qui régnait sur de si vastes contrées? Tous les animaux que tu rencontreras sur mes terres sont libres. Mon rôle de roi est de garantir cette liberté. Réduire à l'esclavage certains d'entre eux serait une atteinte à ma propre dignité, et j'y perdrais la légitimité d'être leur roi. Nous sommes un même peuple, abreuvé à la même source de vie. Celui qui voudrait humilier l'un d'entre nous s'humilierait lui-même et s'exposerait aux foudres de ma loi. De quel étrange pays viens-tu pour poser une telle question? Du pays des hommes, votre Altesse. Alors retourne-y, mais ne crains rien. Sur mes terres, tu ne cours aucun risque. Mondjakou fit une pause pour observer le balai incessant de termites affairés autour de leur immense termitière. Il tapota légèrement celle-ci avec une branche ramassée au cours de notre promenade. À chaque coup porté, une escouade de ces insectes se précipitait à l'extérieur, prête à se sacrifier pour défendre la collectivité. Solidarité, solidarité, c'est la condition de notre survie. Mais dis-moi, Mondjakou, qu'est devenu ce roi lion? Des hommes de chez toi sont venus. Ils avaient des fusils. Ils l'ont tué. Quelle était la signification de cette légende? Avait-elle un rapport direct avec le sujet que nous évoquions auparavant? Tel était Mondjakou, imprévisible et de temps à autre énigmatique. Si je l'interrogeais alors, il me répondait, sourire aux lèvres, que c'était sa manière de susciter ma réflexion, de m'obliger à penser différemment. Il me fallait apprendre les détours qui mènent à l'appréhension de sa culture africaine. Mondjakou fixa l'horizon. Un dernier nuage de chaleur recouvrit une colline de sable, ocre et jaune, d'un châle léger. Un long moment, nous sommes restés à l'arrêt, silencieux et attentifs. Mondjakou semblait méditer. 1000 questions se bousculaient dans ma tête. Afin de ne pas troubler ses pensées, je me concentrai sur la terre brune et assoiffée, qui dressait devant nos yeux son tableau de rides aux nuances changeantes avec le soleil couchant. L'outre-brun, me suis-je dit. Finalement, Soulage n'a rien inventé. La nature l'a fait avant lui. Quelques jours après, il reprenait son discours. Toutes les civilisations portent en elles les graines de leur déliquescence. La civilisation occidentale, comme toutes celles qui l'ont précédée, romaine, grecque, inca, égyptienne ou autre. Vous êtes tellement aveuglés par votre suffisance, votre sentiment de supériorité, que vous refusez d'en faire cas. Et pourtant. Comme cela lui arrivait de temps à autre, Mondjakou s'était soudain lancé dans une diatribe acerbe et coléreuse. J'avais pourtant à peine évoqué les bienfaits du développement des sciences dans la société occidentale, tant sur le bien-être individuel, la santé, que sur l'essor économique, qu'il m'avait sèchement interrompu. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce à moi de te rappeler ces mots de Rabelais? Crois-tu que la marchandisation effrénée soit un signe de progrès de civilisation, quand elle apporte l'indifférence, la solitude, l'égoïsme, le mépris de la différence, la destruction des biens communs à toute l'humanité ou de la même de vos frontières? Et au nom de quoi? D'une idéologie financière et économique qui prétend posséder la vérité et se fait sourde aux cris de détresse d'où qu'ils viennent? Une société qui en son propre sein rejette celui qui est en souffrance, qui se voile les yeux face à la misère et à la désespérance au nom d'un confort matériel à préserver coûte que coûte, est-elle si exemplaire que cela? Ne vois-tu pas ces ferments d'autodestruction qui minent de façon accélérée les fondements de cette civilisation dont tu parais si fier? Et tu voudrais l'ériger en modèle? Peut-être même nous l'imposer? Aussi beau que soit un bâtiment, aussi haut soit-il, il s'écroulera irrémédiablement et soudainement si ses fondations sont minées petit à petit, mais obstinément. Je laissai Mondjakou déverser son exaspération, et même si ses propos pouvaient me paraître excessifs ou subjectifs, il n'en était pas moins révélateur d'une vraie colère, profonde, intime, enracinée. Je commençais à percevoir que Mondjakou ne parlait pas qu'en son nom, mais qu'il exprimait une révolte sourde, une révolte sans aucun doute partagée par beaucoup autour de lui, et j'en suis convaincu à présent, bien au-delà des limites de son village. Je frissonnai un instant. Pour la première fois sur cette terre d'Afrique que j'aime tant, je me suis senti inopportun, et j'ai eu du mal à poursuivre notre conversation. Quel avenir se préparait, si nous ne trouvions pas le moyen de répondre à l'intensité de ce courroux, aujourd'hui retenu, mais pour combien de temps encore? Je me risquai néanmoins. Tu me parles de conscience.
Sous-entends-tu une spiritualité ou peut-être une religion? Une spiritualité, oui. Une religion, c'est autre chose. Je respecte la foi de chacun. Après tout, il s'agit de vérité individuelle. Elle n'a pas moins de valeur que toute autre. Mais quand la religion se transforme en instrument de pouvoir dominateur au service d'une unique vérité, la sienne, qui refuse, condamne tout ce qui déroge tant soit peu à son dogme, alors elle devient dangereuse, nocive et destructrice. Les religions monothéistes sont plus que tout autre portées vers ce despotisme. Ne le vois-tu pas? Parce que les religions polythéistes, que l'on trouve encore en Afrique par exemple, te paraissent plus respectueuses des libertés de penser et d'agir? N'ont-elles pas pour finalité de soumettre, elles aussi, souvent plus par la peur que par la raison? Ne vaut-il pas mieux s'interroger sur les techniques de gestion de l'eau et les qualités des semences, plutôt que d'implorer un quelconque dieu de la pluie face à une sécheresse inattendue? Tu caricatures, mon ami. Le paysan africain n'a pas de leçon à recevoir. Il est bien plus connaisseur des secrets de la terre et des cultures que tu sembles le penser, même si son savoir est dans bien des cas plus empirique que scientifique. Quant aux rites auxquels tu fais allusion, n'en parle pas, tu en ignores tout. Ils ont un rôle fondamental de cohésion du groupe et aident ainsi à faire face aux difficultés. Il est d'ailleurs particulièrement cruel, si la pluie ne vient pas, de voir ces paysans s'interroger sur leur propre culpabilité, alors que nous savons, toi et moi, qu'ils n'ont aucune imputabilité dans le dérèglement climatique. Je dis cruel, mais j'ajouterai révoltant, quand les vrais responsables sont ceux qui possèdent les moyens politiques, scientifiques, culturels et financiers. Je ne me hasardais pas à poursuivre notre conversation ce jour-là. Pourtant, j'avais envie d'approfondir cette réflexion, d'aller au fond des choses, de ne pas me contenter de ces phrases à l'emporte-pièce. Mais je sentais Mandjakou tendu, crispé et angoissé. Derrière la brutalité de ses propos, je discernais une impénétrable tristesse et un réel désarroi. Nous étions assis côte à côte sur un vieux tronc d'arbre abattu. À nos pieds, légèrement en contrebas, s'étendaient les méandres asséchés d'un marigot. Le silence s'était rapidement installé entre nous, un silence chargé d'inquiétude. Mandjakou observait cette désolation avec concentration angoissée. Je n'étais plus avec lui. Son âme était ailleurs. Elle était ce marigot. Elle était cet abandon. Mandjakou, de tout son être, communiait avec les souffrances de sa terre. Et je ne l'accompagnais pas. Je n'avais plus revu Mandjakou depuis plus d'1 an. Mes obligations professionnelles et familiales m'avaient tenu loin de ce bout d'Afrique. Je retrouvais le village de Kangoulou avec plaisir, avec également un sentiment de soulagement. J'avais promis à Mandjakou de revenir rapidement pour l'informer des progrès de mon enquête sur la famille de Mab. Et celle-ci s'était révélée plus complexe que prévu. Un voyage en Côte d'Ivoire et plusieurs allers-retours à Paris avaient occupé mon temps au détriment de ma promesse. J'avais quitté Mandjakou fatigué, et n'ayant jamais eu de nouvelles, mon soulagement d'être enfin là s'accompagnait d'une certaine inquiétude. Nous étions en fin d'après-midi. Je déposai mon bagage à l'abri du manguier silencieux de la concession de Mamadou Seman Ouedraogo, le vieux griot qui m'offrait son hospitalité avec sa gentillesse coutumière. Je n'irai pas à la rencontre de Mandjakou ce soir. Il y avait peu de chance qu'il soit chez lui. Il devait se promener aux alentours. Même si je le trouvais, je ne me risquerais pas à troubler la méditation qu'il pratiquait régulièrement au cours de ses vagabondages solitaires. J'éprouvais le besoin de respirer l'air du village. Comme l'on se dévêtait pour enfiler ses habits de bain avant de pénétrer dans les eaux familières de l'océan, il me fallait me dépouiller l'âme de toutes les scories accumulées au cours de ces derniers mois de vie occidentale stressante, afin de l'ouvrir et de la prédisposer à l'écoute de ces villageois, dont je commençais à appréhender les contours culturels et sociaux. 2 heures de cheminement lent et silencieux à travers les rues chaudes de Kangoulou et de sa couronne de champs arides me permettraient de m'imprégner doucement de la sève nourrissante de la culture africaine locale, de replonger nu dans l'atmosphère paisible et rassurante de ce bout d'Afrique, d'en approcher les espérances, les douleurs et la singularité. Je descendis tout d'abord la rue principale en direction du marigot. Je savais y trouver la meilleure ombre et des températures plus clémentes. À ma grande surprise, elle était déserte. C'était pourtant le moment où les chaleurs diurnes retiraient leur couverture de torpeur. Habituellement, chaque concession, à droite comme à gauche, profitait de cet instant pour rejeter ici un enfant remuant et bruyant, là un autre plus calme mais tout aussi enjoué. Les plus grands, tout d'abord, formaient des cercles où se préparaient les jeux du soir.
Les plus jeunes les rejoignaient ensuite, tentant de se mêler aux activités des grands. Puis les hommes, avec une vieille chaise rouillée ou un tabouret de bois usagé, s'installaient lentement, adossés au mur de torchis, enfin ombragés, une pipe déjà allumée au creux de leurs paumes. Ils se saluaient de grands gestes de reconnaissance, se rassemblaient parfois pour commenter une actualité récente concernant le village, ou écouter une histoire inventée par l'un ou par l'autre. Le petit dernier endossé dans un fichu coloré pour les jeunes mères, les femmes enfin apparaissaient après tout le monde. En un rien de temps, elles enjolivaient la rue de leurs rires moqueurs et complices, improvisant rapidement 3 ou 4 pas de danse accompagnés de chants traditionnels. Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Étonné, je me laissais guider par une lointaine et lancinante conversation de djembé et de darbouka, qui provenaient des méandres asséchés du Marigot, à l'ouest du village. Je savais trouver là une plateforme légèrement surélevée, comme enlacée par la tendresse des eaux parcimonieuses. Le Marigot y dessinait une courbe presque fermée, dont les extrémités, séparées d'une étroite bande rocailleuse rouge et ocre, acérée, offraient un accès malaisé à cette bande de terre plate aux frontières arrondies. Le village s'y réunissait lors de rites particuliers, à l'initiative exclusive du guérisseur. Son abord restait interdit en d'autres temps. Il y a quelques années, j'avais exceptionnellement été autorisé à y pénétrer, pour la célébration des rites de fin de période d'initiation d'une dizaine de jeunes hommes, à la condition de garder à jamais pour moi les secrets de cette cérémonie. La violence de certaines scènes m'avait choqué, et j'avais quitté les lieux avant l'aboutissement des épreuves auxquelles étaient soumis les multiples impétrants. Ce fut mon premier et unique, mais profond différend avec Mandjakou. L'humanisme sincère et essentiel qui était le sien me paraissait incompatible avec sa présence participative à ces rites. Commence par approcher et comprendre l'âme africaine. Après tu jugeras, m'avait-il simplement et sèchement répondu. Nous ne nous sommes jamais expliqués sur cette journée. J'ignorais alors que la mort de Mandjakou ne me permettrait pas d'effacer avec lui cette ombre sur notre amitié. Ces moments douloureux me revinrent à l'esprit, tandis que je m'approchais des roches affleurantes de couleur ocre, qui menaient au passage délicat donnant accès à la fête. Depuis quelques minutes, les roulements sourds des instruments à percussion s'étaient enrichis de chants de femmes, de cris d'enfants, des sonorités de balafon, de xalam, de mamadou, semano et draogo, de kora, d'une sansa aux vibrations trépidantes. Il s'agissait bien de réjouissance. Mon pas s'accéléra, mon pouls également. Cette musique m'attrapait sans que je puisse m'en défendre, me pénétrait littéralement. Tout mon corps entra alors en résonance, et comme l'éphémère attirait inexorablement vers la lumière, je me précipitai vers cette source jaillissante de sonorités euphorisantes. Je me suis souvent demandé pourquoi ces chants, cette musique improvisée, s'emparaient à ce point de mon corps et de mon âme. Parce qu'au travers de ces rites, c'est la terre qui te parle, c'est la nature qui t'enlace, comme la mère qui retrouve son enfant, me disait Mandjakou, sans qu'à l'époque je comprenne toute la justesse de ses propos. Un peu essoufflé, je m'assis sur un tronc d'arbre sec, mené là pour servir de banc. J'avais besoin de reprendre mes esprits et d'habituer mes yeux à discerner les visages, au milieu de la poussière fine et pénétrante soulevée par les pieds des danseurs hallucinés, transpirants, emportés par les cris et les chants des femmes au paroxysme de l'exaltation. Je cherchais Mandjakou. Je le vis assis de l'autre côté de l'espace tambouriné par les pieds rageurs de masques bariolés et virevoltants, à une trentaine de mètres, avec les sages du village, les anciens et les autorités. Il ne pouvait pas m'avoir aperçu, ses yeux abîmés par la maladie l'en empêchaient. Pourtant, il sentit ma présence, je ne sais comment. Il releva la tête dans ma direction. Il savait. Il se leva, saisit sa canne et, d'un geste furtif, m'invita à le rejoindre en faisant le tour des rangées de femmes. Personne d'autre n'avait remarqué mon arrivée. Le bonheur de revoir Mandjakou me poussait à le serrer dans mes bras comme un fils qui retrouve son père après une longue absence. Mais je savais Mandjakou pudique et peu enclin aux effusions démonstratives. Mais le petit sourire au coin de ses lèvres et la vigueur de sa poignée de main témoignèrent du plaisir qu'il éprouvait de ma présence. J'en fus ému, mais avant que je puisse prononcer un mot, il me dit « Tu es là, c'est bien ». Il posa une main sur mon épaule quelques secondes, puis il prit ma main droite entre les deux siennes. « Je te sens troublé et plein d'interrogations. Tu vis des moments difficiles, on en parlera si tu le souhaites. Bien, suis-moi. » Cette époque avait été effectivement un passage compliqué dans ma vie personnelle. Comment avait-il pu le deviner instantanément, sans me laisser le temps de prononcer un mot? Je l'accompagnai et m'adossai contre le tronc d'un manguier à l'ombrage reposant,
derrière les 2 rangées de tabourets ouvragés auxquels je n'avais pas accès. Mandjakou reprit sa place. Je pus l'observer jusqu'à la fin des cérémonies des funérailles. Mon ami m'avait pas beaucoup changé, un peu plus voûté peut-être, mais au port toujours d'une impressionnante dignité. J'étais arrivé tard dans l'après-midi. Je m'aperçus que certains groupes de danseurs quittaient déjà les lieux, accompagnés des femmes qui leur tournaient autour en agitant au-dessus de la tête de grandes tiges courbes de doumes, de lianes et de feuilles séchées, sans interrompre un instant ni leur chant, ni leurs cris. Mandjakou se tenait à présent debout, à l'extrémité de la première rangée. Chacun de ses voisins se leva, ramassa son assise, la suspendit d'un geste rapide à l'épaule à l'aide d'un tissu tressé, passa devant lui et le salua. Il lui répondit tantôt d'une poignée de main, tantôt d'un léger mouvement de tête. J'attendis la fin de ce rituel, qui me démontrait, s'il en était besoin, que Mandjakou était l'un des sages les plus respectés du village. J'en profitai pour partager le plaisir des retrouvailles avec mes amis de Kangoulou, dont aucun ne manqua de venir vers moi et, bien entendu, de m'inviter avec insistance à passer un moment dans leur famille les prochains jours. Mais j'avais hâte de m'entretenir avec Mandjakou. Une fois l'emplacement des cérémonies entièrement déserté, il me fit signe de le rejoindre. Comme lors de chacune de nos rencontres, nous avons échangé de longues paroles de bienvenue, nous interrogeant mutuellement sur l'état de santé de nos familles et de nos amis. J'éprouvais aujourd'hui un réel plaisir à prolonger ce cérémonial. J'y retrouvais notre complicité, la force et la capacité à reprendre notre conversation là où nous l'avions laissée plusieurs mois auparavant, comme si ce temps qui nous avait séparés n'avait jamais été que celui d'une respiration. Lors de notre première rencontre, j'avais questionné mon hôte sur la signification de cette habitude, qui à l'époque m'était apparue inutile, surfaite et agaçante, je dois le confesser. Pourquoi ces interrogations répétitives, ces gestes conventionnels maintes fois multipliés? Parce que c'est un temps d'apaisement et de recognition, m'avait répondu Mandjakou. Une sorte de sas où les tensions se dissipent, où les âmes s'appréhendent mutuellement, où chacun accepte l'autre comme son égal, le reconnaît avec ses différences. Il rend les échanges plus faciles, plus sereins, en favorisant l'écoute et la compréhension. Puis avec un sourire amusé et quelque peu perfide, il avait ajouté « Vous devriez vous en inspirer dans vos sociétés occidentales, ne crois-tu pas ?» Nous fîmes quelques pas sans prononcer un mot, comme pour prolonger ce moment magique. La terre avait absorbé les dernières notes de musique, les ultimes paroles des chants. Le silence avait plaqué la poussière rouge au sol, et le soleil, comme épuisé, renonçait et se voilait avec lenteur de sa longue mante grise. J'avais déjà deviné que je venais d'assister aux funérailles d'Ousmane Traoré, le père du maire actuel, qui avait perdu la vie après une longue maladie, tout juste un an auparavant. Je trouvais là un prétexte pour interroger Mandjakou. Pourquoi toutes ces réjouissances? Pourquoi un an après le décès? En raison autrefois de nombreux et incessants conflits de voisinage, mais aujourd'hui essentiellement de la pauvreté et de l'éloignement des centres urbains où se concentrent les hôpitaux. La mort est le quotidien des habitants de nos villages, souvent reculés, et de Kangoulou en particulier. La vie et la mort pour nous sont étroitement liées. En conséquent, une partie des activités ordinaires et quotidiennes se déroule autour des défunts et avec eux. Il subsiste une grande familiarité entre les vivants et les disparus. Le dialogue avec ceux qui sont partis est constant. Le jour du décès n'est donc pas véritablement une fin, mais le début d'un autre chemin pour celui qui nous quitte, un nouvel itinéraire, inconnu, que l'on sait difficile. Il est particulièrement important pour la communauté d'accompagner celui ou celle qui part. C'est un voyageur qui doit se débarrasser de ses nombreux déguisements pour ne conserver que l'essentiel. L'humanité dont il a hérité à sa naissance, enrichie ou non tout au long de sa vie. C'est le sens de certains des celles auxquelles tu as assisté tout à l'heure. Il y a des danses qui illustrent les combats menés pour se débarrasser des nombreux masques dont notre ego et notre position sociale nous ont affublés. La vie en société nous impose en général de tenir des rôles qui nous éloignent de notre véritable nature. D'autres sont les représentations allégoriques des diverses circonstances où le défunt a détruit son contingent d'humanité, altéré celui de son entourage. Les dernières, enfin, reflètent toutes les occasions où, au contraire, il a été capable d'abonder en humanité. Et celles-ci furent nombreuses pour mon ami Ousmane Traoré. Il y a lieu de se réjouir. Nous savons maintenant que le vieux silure blanc conduira sa barque sur les rives opposées du grand lac bleuté, et que notre ancien maire prendra la place qui lui est due parmi les sages et les ancêtres. Ce n'est pas la première fois que tu me parles de ce grand lac bleuté, et l'un des poèmes de Mab y fait référence. Je peux t'en citer de mémoire la strophe finale. Mon village est le dernier rendez-vous.
Ma mère, courbée, vaincue, m'y attend, sereine et douce, avant de libérer la pirogue sur le grand marigot sacré, guidée par le vieux silure blanc, vers le lac bleuté où l'eau si claire apaise les âmes tourmentées. C'est une belle allégorie, mais peux-tu m'en dire plus? Manjaku ne répondit pas. Nous étions parvenus à l'extrémité d'un promontoire qui dominait les méandres du marigot, qui pleurait la rareté de son eau en quelques flaques éparses miroitantes. Mon compagnon s'immobilisa soudain, comme cela pouvait lui arriver à tout instant, et qu'importe si nous étions au milieu d'une conversation, ou même d'une phrase. La nature m'interpelle, se justifiait-il. À chaque fois pourtant, j'éprouvais une sensation déroutante de déconnexion. Pour un temps, nos âmes s'éloignaient. Je me sentais inopportun, étranger. J'écoute la terre, me dit-il ce jour-là, quand je lui fis part de mon malaise. Il n'en dit pas plus. Et je compris qu'une chose nous séparerait toujours. Ce langage de la nature, dont j'ignorais tout et qui lui était si familier. Apprends-moi cette langue, Manjaku. On n'apprend pas sa langue maternelle. On s'en imprègne parce qu'on y baigne en permanence. Vous l'avez effacée de votre environnement dans vos sociétés occidentales. Vous êtes devenu sourd, fut sa seule et frustrante réponse. Était-il trop tard pour moi, pour découvrir, trop tard pour comprendre ces mots étouffés dont il m'arrive parfois, lors d'une de mes longues marches solitaires, d'en sentir la présence, comme un écho lointain, comme un imperceptible chuchotement saisi par inadvertance, trop fugace, trop faible pour en appréhender le sens. Silencieux, j'observais dans la direction où Manjaku portait son attention. Je finis par apercevoir les mouvements venant d'un massif d'herbes sèches et hautes sur la rive opposée du marigot. Et puis, sans m'y attendre, j'assistais à l'envol majestueux d'une outarde déployant ses ailes blanches, offrant la lourdeur de son corps vêtu d'un manteau roux paré de noir, reflets agonisants d'un soleil endormi. La beauté simple de ce spectacle inattendu me surprit sans défense, comme un cadeau de bienvenue, mieux, comme des paroles de bienvenue. « Merci », entendis-je murmurer. Je me retournai vers Manjaku, il m'observait, un petit sourire de connivence au coin des lèvres. « Tu aurais dû naître en Afrique », commenta-t-il simplement. Une fois de plus, Manjaku avait interrompu notre conversation. Je savais qu'il était inutile de tenter d'y revenir. J'en étais même assez satisfait. Tous ces échanges inachevés étaient comme autant de fils qui nous reliaient. Ils tissaient la toile de notre amitié. Ils habillaient notre relation des vêtements de la compréhension. Ils solidifiaient ce pont de lianes que nous cherchions à construire, patiemment, entre nos deux cultures. Fin du chapitre 2, tome 2.